Il est des histoires qui se déroulent dans le silence, à l'abri des projecteurs, mais qui n'en sont pas moins bouleversantes. Celle de Bruno Gollnisch, figure bien connue du paysage politique français et européen, en fait partie. Pendant des décennies, il a incarné la rigueur idéologique et l'attachement aux valeurs traditionnelles, s'exposant sur toutes les scènes publiques. Pourtant, lorsqu'un drame personnel est venu frapper sa vie intime, l'homme s'est muré dans une réserve inhabituelle. 3 ans après le décès de son épouse, il vient enfin de confier avoir retrouvé l'amour. Avant d'en arriver à cette confession, il faut comprendre le poids du deuil, l'épreuve du silence et la lente reconstruction d'un homme que l'on croyait inébranlable. Bruno Gollnisch n'était pas seulement un homme politique aguerri. Il était aussi l'époux d'une femme discrète, cultivée et profondément investie dans l'accompagnement de son mari. Leur relation s'inscrivait dans une vision classique du couple, où chacun tenait un rôle bien défini. Lui, le tribun, l'orateur, le visage médiatique, elle, le soutien de l'ombre, la confidente et la gardienne de la sphère familiale. Cette complicité s'était forgée au fil des années, consolidée par les épreuves inhérentes à la vie publique. Dans les campagnes électorales, dans les débats houleux où Bruno Gollnisch se retrouvait souvent attaqué, il puisait sa force dans la stabilité de son foyer. Le décès brutal de son épouse a donc représenté une fracture immense, un basculement irréversible. D'un coup, celui qui avait toujours semblé invulnérable a été projeté dans une solitude glaciale. Les mots mêmes lui ont manqué, et pour un orateur chevronné, c'était un signe du vide qui s'était installé. Contrairement à d'autres personnalités qui choisissent de médiatiser leur douleur, Bruno Gollnisch a opté pour le silence. Pas de longues interviews, pas d'exposé sur sa souffrance personnelle. Son attitude, en apparence stoïque, cachait en réalité une bataille intérieure. Car derrière les sourires de façade, les obligations publiques et les discours officiels se dissimulait un homme brisé. Ce silence ne signifiait pas l'absence de douleur, bien au contraire. Chaque déplacement, chaque événement, chaque retour dans une maison désormais trop grande portèrent la trace de l'absence. Les proches racontent qu'il passait de longues heures seul à feuilleter des albums, à relire des lettres ou à se plonger dans des souvenirs communs. La mémoire devenait à la fois un refuge et un piège, empêchant d'avancer tout en nourrissant le lien invisible avec la disparue. Dans cette période, certains observateurs croyaient en voir un Gollnisch affaibli, prêt à se retirer définitivement de la scène politique. Mais l'homme est resté fidèle à son engagement, comme si le travail et les responsabilités constituaient un rempart contre l'effondrement total. Revivre après un deuil est une entreprise longue. On parle souvent des étapes. Le choc, la colère, la tristesse, puis l'acceptation. Dans le cas de Bruno Gollnisch, la temporalité a été encore plus étirée. Pour un homme attaché aux traditions et aux valeurs de fidélité, se permettre d'aimer à nouveau représentait une transgression intime, presque une infidélité à la mémoire de son épouse. C'est pourquoi, pendant près de 3 ans, il n'a laissé transparaître aucun signe de rapprochement sentimental. Les rumeurs, parfois cruelles, ont bien tenté d'interpréter ces silences, mais il les a ignorés. Il faut comprendre le paradoxe de sa position. D'un côté, la société contemporaine admet volontiers l'idée de refaire sa vie après un deuil, de l'autre, une personnalité publique attachée à un certain idéal familial pouvait craindre le jugement. Comment expliquer que l'on puisse aimer à nouveau sans trahir l'amour passé ? Comment faire accepter cette idée à ses enfants, à ses proches, à son électorat même ? Ces questions ont longtemps paralysé toute initiative. Ce qui a changé, c'est probablement la force corrosive de la solitude. 3 années sans partage, sans complicité, sans ce regard qui rassure et qui comprend, cela finit par peser sur le plus solide des caractères. À mesure que les mois passaient, Bruno Gollnisch a dû reconnaître que l'amour perdu ne reviendrait pas, et que la vie continuait malgré tout. Certains témoignages évoquent des moments de découragement profond, mais aussi en redit une résilience discrète. Dans des cercles restreints, il aurait confié que sa foi religieuse l'aidait à supporter l'épreuve en lui offrant une vision transcendante de la mort et de l'espérance d'une rencontre future avec l'être aimé. Mais la foi ne comble pas tout. Le besoin humain de chaleur, de dialogue et de tendresse a fini par s'imposer. C'est dans ce contexte qu'un nouvel amour a lentement pris place. Loin des regards indiscrets, sans médiatisation, presque clandestinement, Bruno Gollnisch a renoué avec une forme d'intimité affective. Au départ, il s'agissait de conversations, d'échanges intellectuels, d'un soutien moral. Peu à peu, ce lien a pris une autre dimension, celle de la complicité amoureuse. Cette évolution n'a pas été immédiate. Elle a nécessité des mois d'hésitation, de remises en question, de crainte aussi. Il fallait surmonter le sentiment de culpabilité vis-à-vis de la défunte, admettre que l'on ne trahissait pas un amour passé, mais que l'on répondait à un besoin vital de vivre. Ce cheminement psychologique, complexe et fragile, a constitué la véritable clé de la renaissance sentimentale de Bruno Gollnisch. Aujourd'hui, 3 ans après la disparition de son épouse, Bruno Gollnisch a choisi de ne plus se cacher.
Il a avoué, avec pudeur mais fermeté, avoir retrouvé l'amour. Ce n'est pas seulement une confidence intime, c'est aussi une étape symbolique. En rompant le silence, il s'autorise à vivre pleinement cette nouvelle relation. Il envoie aussi un message implicite à ceux qui l'entourent. L'amour ne meurt pas avec la mort, il se transforme, il se réinvente. Cet aveu a surpris certains, rassuré d'autres, et intrigué beaucoup. Qui est cette nouvelle compagne? Comment vit-elle cette exposition médiatique indirecte? Quels projets partage-t-il? Autant de questions qui trouveront réponse dans la suite de ce récit. 3 années après avoir sombré dans la solitude glaciale du veuvage, Bruno Gollnisch a fini par céder à une évidence. L'amour, malgré les blessures, reste une force vitale. Mais cette nouvelle page de sa vie ne s'est pas tournée d'un simple geste. Elle est le fruit d'un cheminement complexe, marqué par une rencontre inattendue, des hésitations profondes et une lente construction de confiance. Retracer cette étape, c'est comprendre comment un homme réputé intransigeant a redécouvert, presque malgré lui, la fragilité et la douceur de l'attachement. On dit souvent que les grandes histoires naissent des hasards. Dans le cas de Bruno Gollnisch, certains y voient davantage un signe de providence. La rencontre s'est produite dans un cadre intellectuel, fidèle à la personnalité de l'ancien eurodéputé. Conférences, cercles de réflexion, échanges autour de la culture et de la politique. C'est dans ce milieu qu'il a croisé cette femme cultivée, attentive, à l'écoute. Au départ, rien ne laissait présager une idylle. Il s'agissait d'un dialogue cordial marqué par le respect et une curiosité réciproque. Lui, toujours habité par ses convictions et son goût pour la rigueur des idées. Elle, animée d'une sensibilité plus discrète, mais non moins affirmée. Peu à peu, au fil des conversations, un lien particulier s'est noué. Non pas une passion fulgurante, mais un rapprochement subtil, comme une évidence qui s'impose avec le temps. Pour Bruno Gollnisch, chaque pas vers cette femme représentait un dilemme intérieur. Comment avancer vers une nouvelle relation sans avoir le sentiment de trahir la mémoire de son épouse? Le spectre du passé planait constamment sur cette rencontre. Ses proches racontent qu'il évoquait souvent sa défunte compagne, comme pour la garder présente, comme pour s'assurer qu'elle ne serait jamais effacée. L'élu de son cœur a dû faire preuve d'une patience et d'une compréhension remarquables. Elle a accepté cette mémoire comme une compagne invisible, une présence constante. Loin de s'en sentir menacée, elle a au contraire encouragé Bruno à en parler, à exprimer ses émotions, à déposer son fardeau. Ce climat de respect et d'écoute a permis à leur relation de se développer sans heurts, en douceur, dans une sorte de continuité affective plutôt que dans une rupture brutale. Leurs premiers échanges n'avaient rien de romantique. Ils portaient sur des thèmes variés, la littérature, la philosophie, l'histoire, mais aussi la religion et les valeurs qui façonnent l'existence. Bruno, qui a toujours eu le goût de l'érudition, trouvait en elle une interlocutrice capable de soutenir la conversation et de la nourrir de perspectives nouvelles. Au fil des discussions, il s'est surpris à partager des aspects plus personnels, des souvenirs de jeunesse, des confidences sur sa vie familiale, des réflexions sur la solitude. Elle, de son côté, lui a ouvert son univers, révélant ses fragilités, ses propres épreuves. Cette réciprocité, si rare dans un monde où la superficialité domine souvent, a servi de fondement solide à leur rapprochement. Mais si leur complicité se renforçait, un obstacle majeur subsistait, le regard des autres. Bruno Gollnisch savait que tout geste, toute déclaration serait scrutée, interprétée, jugée. Une personnalité publique n'a pas le luxe de vivre une relation dans l'anonymat complet. Pendant des mois, il a donc choisi la discrétion absolue. Pas de sorties officielles ensemble, pas de photographies compromettantes. Leur relation se construisait dans l'ombre, à l'abri des indiscrétions. Cette clandestinité, loin d'être un choix stratégique, était avant tout une protection. Elle leur permettait de s'apprivoiser, de consolider leurs liens sans subir la pression extérieure. Pourtant, cette réserve avait aussi ses limites. La nouvelle compagne devait accepter de vivre dans une sorte d'entre-deux, entre la proximité intime et l'invisibilité publique. Ce sacrifice, elle l'a consenti, preuve de la solidité de ses sentiments. Un autre défi se présentait, la réaction de la famille. Les enfants de Bruno Gollnisch, attachés aux souvenirs de leur mère, ont dû apprivoiser l'idée que leur père puisse aimer à nouveau. Les premiers temps ont été empreints de gêne, parfois de résistance. Certains redoutaient que cette nouvelle venue prenne une place trop importante, éclipsant la mémoire maternelle. Mais avec le temps, la sincérité et la douceur de cette femme ont fini par apaiser les tensions. Elle ne cherchait pas à remplacer, encore moins à rivaliser. Elle se contentait d'accompagner, de soutenir, d'aimer. Progressivement, la famille a compris que loin de trahir le passé, cette relation offrait à leur père une chance de retrouver un équilibre. L'acceptation ne s'est pas faite d'un coup, mais par petites étapes, dans un climat de respect mutuel. Si Bruno Gollnisch a longtemps gardé sa relation secrète, des signes discrets ont fini par apparaître. Une présence régulière lors de conférences, des déplacements communs soigneusement orchestrés,
des regards échangés que certains observateurs attentifs n'ont pas manqué de remarquer. La presse a commencé à s'interroger, mais l'homme politique est resté silencieux. Loin des déclarations tapageuses, il a choisi la prudence, préférant laisser le temps faire son œuvre plutôt que d'offrir aux médias le spectacle d'une romance médiatisée. Cette retenue a intrigué autant qu'elle a suscité du respect. Beaucoup ont vu dans cette attitude la marque d'un amour authentique, qui n'a pas besoin de l'exhibition pour exister. Ce qui rapproche le plus Bruno Gollnisch de sa nouvelle compagne, c'est sans doute leur socle de valeurs communes. Tous deux croient en l'importance de la fidélité, de la famille, de la culture. Leur relation ne repose pas seulement sur l'attirance ou la tendresse, mais sur une vision partagée de l'existence. Cela confère à leur amour une profondeur particulière, loin des histoires éphémères. Cette connivence intellectuelle et spirituelle leur permet de se projeter ensemble, d'imaginer un avenir commun, sans craindre les dissonances. C'est ce qui distingue cette histoire. Elle n'est pas seulement une consolation après le deuil, mais une véritable renaissance. La décision d'avouer publiquement cet amour n'a pas été simple. Bruno Gollnisch a hésité, reculé, repoussé l'échéance. Mais après 3 ans de silence, il a compris que cacher cette relation revenait à lui dénier son importance. En la révélant, il lui conférait sa pleine légitimité et s'autorisait enfin à vivre au grand jour ce qu'il vivait déjà dans l'intimité. Cette confession, lorsqu'elle est survenue, a eu un retentissement particulier. Elle n'était pas un coup médiatique, mais une étape existentielle. Pour ses proches, elle a été reçue comme un soulagement. Enfin, Bruno assumait ce qu'il ressentait. Après l'aveu public de son nouvel amour, Bruno Gollnisch entre dans une phase différente de sa vie, celle de l'apaisement et de la réconciliation intérieure. Il ne s'agit plus de justifier ni de se cacher, mais de construire, d'assumer et de vivre pleinement. Ce chapitre final explore cette nouvelle dynamique, l'équilibre fragile entre le souvenir de l'épouse disparue et la présence vivante d'une nouvelle compagne, les réactions de l'opinion et les projets qui se dessinent pour l'avenir. Même s'il a reconnu aimer à nouveau, le deuil n'a pas disparu de la vie de Bruno Gollnisch. Chaque date anniversaire, chaque photographie conservée dans les albums familiaux, chaque objet imprégné de souvenirs demeure une source d'émotion. Sa nouvelle compagne le sait et elle accepte cette cohabitation avec le passé. Ce qui aurait pu être perçu comme une ombre devient au contraire un ciment. Leur couple repose sur la reconnaissance de cette mémoire et non sur son effacement. C'est là toute la subtilité. Aimer à nouveau ne signifie pas oublier, mais apprendre à vivre avec une mémoire qui reste vivante. Ainsi, dans sa maison, des portraits de son épouse défunte sont encore présents. Loin d'être un tabou, ils rappellent l'histoire commune et permettent de rendre hommage sans culpabilité. Sa compagne actuelle ne cherche pas à s'imposer comme un remplacement, mais comme une continuité. Cette attitude témoigne d'une maturité rare et contribue à la stabilité du couple. Lorsqu'un homme public, comme Bruno Gollnisch, dévoile un pan intime de sa vie, il s'expose aux jugements multiples. Certains de ses partisans ont salué son courage et son honnêteté, estimant qu'il était naturel de vouloir aimer à nouveau. D'autres, plus attachés à une vision stricte de la fidélité posthume, ont exprimé leur malaise, voire leur critique. Cependant, au fil des mois, l'opinion s'est adoucie. Beaucoup ont compris que derrière la figure politique se cache un homme avec ses faiblesses, ses besoins et son droit au bonheur. Cette humanisation a même eu un effet inattendu. Elle a rapproché Gollnisch de certains électeurs ou sympathisants qui, jusque-là, le percevaient comme trop rigide, trop dogmatique. L'amour, en somme, a servi de passerelle entre le politique et l'humain. Désormais, la vie de Bruno Gollnisch s'organise autour d'un nouvel équilibre. Les habitudes solitaires, acquises pendant le veuvage, laissent place à des rituels de couple. Repas partagés, promenades, discussions tardives. Ces gestes simples, anodins en apparence, sont en réalité porteurs d'une immense valeur symbolique. Ils marquent la victoire de la vie sur la solitude, du présent sur le vide. Sa compagne l'accompagne dans certains déplacements, l'épaule dans son travail intellectuel et politique, mais elle préserve aussi son indépendance. Le couple fonctionne sur une complicité respectueuse, où chacun garde son espace tout en nourrissant le lien. Cette dynamique saine contraste avec l'image parfois pesante que l'on associe aux unions tardives et démontre qu'il est possible de bâtir une relation équilibrée même après un deuil. Un amour qui se veut durable se construit aussi dans les projets. Pour Bruno Gollnisch, ces projets ne prennent pas la forme d'ambitions flamboyantes, mais de perspectives concrètes. On parle d'écrire un livre à 2 voix, mêlant réflexion intellectuelle et témoignages personnels. On évoque aussi des voyages, des découvertes culturelles, des engagements associatifs. Ces initiatives ont un point commun. Elles traduisent le désir de regarder vers l'avenir, et non plus uniquement vers le passé. Elles incarnent la volonté de transformer une douleur en force créative. En cela, le couple devient non seulement un espace d'affection, mais aussi un moteur de nouvelles initiatives. L'un des aspects les plus marquants de cette nouvelle relation réside dans la redécouverte de l'intimité.
Après des années de solitude et de silence affectif, Bruno Gollnisch a retrouvé la chaleur d'une main tenue, la joie d'un regard partagé, le réconfort d'une oreille attentive. Ces gestes, si simples, deviennent essentiels lorsqu'ils avaient disparu. Il ne s'agit pas seulement d'un amour intellectuel ou spirituel, mais d'une véritable renaissance affective et physique. Cette redécouverte nourrit son énergie, renforce sa détermination et apaise son esprit. Elle lui permet aussi de se projeter dans les années à venir avec une sérénité nouvelle. Au-delà du destin personnel de Bruno Gollnisch, son parcours illustre une vérité universelle, la possibilité de renaître après la perte. Trop souvent, les vœux et veuves se sentent condamnés à une fidélité douloureuse, prisonniers d'un passé idéalisé. L'histoire de Gollnisch montre qu'il est possible d'aimer à nouveau sans trahir, de conjuguer mémoire et renaissance, de construire sans détruire. Ce message résonne particulièrement dans une société où la vieillesse est souvent associée à l'isolement. Il rappelle que l'amour ne connaît pas d'âge et que la tendresse reste un besoin fondamental jusqu'au bout de l'existence. Aujourd'hui, Bruno Gollnisch apparaît transformé. Ses proches notent un regain de vitalité, une joie plus visible, une légèreté retrouvée. Certes, les épreuves du passé ne s'effaceront jamais, mais elles coexistent désormais avec une nouvelle lumière, celle d'un amour tardif, mais authentique. Cet avenir apaisé ne sera pas exempt de défis. Le regard de la société, la gestion des souvenirs, l'évolution naturelle du couple. Mais il sera porté par une conviction profonde, vivre vaut mieux que survivre, et aimer vaut mieux que s'enfermer dans la nostalgie. En avouant son nouvel amour, Bruno Gollnisch a fait plus qu'une confession intime. Il a affirmé son droit au bonheur, rappelant à chacun que la vie, malgré ses drames, conserve toujours des ressources insoupçonnées. 3 ans après la perte de son épouse, Bruno Gollnisch n'est plus le même homme. Du silence pesant du deuil à l'aveu libérateur d'un nouvel amour, il a parcouru un chemin semé d'embûches, mais aussi riche en enseignements. Sa trajectoire personnelle résonne comme une parabole sur la résilience, la force du temps et la capacité d'aimer encore. L'histoire de Bruno Gollnisch, marquée par la douleur de la perte puis par la redécouverte de l'amour, n'est pas seulement celle d'un homme public, mais celle de tout être humain confronté à la fragilité de l'existence. Elle nous enseigne que le deuil n'est pas une fin, mais une épreuve qui peut mener à une renaissance. Aimer à nouveau n'efface pas les souvenirs, il leur donne une nouvelle résonance, plus apaisée et plus profonde. 3 ans après la mort de son épouse, Bruno Gollnisch a eu le courage d'avouer son nouvel amour. En cela, il n'a pas seulement tourné une page personnelle. Il a montré que, même après les plus grandes douleurs, il est possible de retrouver la lumière. Sa confession est une leçon d'humanité et d'espérance, un rappel que la vie mérite toujours d'être vécue pleinement et intensément. Chers amis, si cette histoire vous a ému, si elle vous a inspiré ou simplement fait réfléchir, je vous invite à rester avec nous. Votre soutien est précieux pour continuer à partager des récits vrais, humains et profonds. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Activez la cloche de notification pour être informé en premier. Et surtout, laissez un commentaire pour partager vos impressions. Pensez-vous qu'aimer à nouveau après un deuil soit une force ou une trahison ? Votre avis nous intéresse. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles histoires émouvantes et authentiques.